Locke Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Locke Invest. Ici on parle d'investissement et d'immobilier et aujourd'hui je vais faire quelques réponses aux questions qui m'ont été apportées. Donc apparemment on m'a dit que je faisais parfois des trucs un peu trop avancés. Donc je vais essayer de m'exprimer aussi pour les débutants et pour les gens qui sont déjà avancés. Mais avant, je me présente comme d'habitude. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier. Je vis uniquement de mes biens immo. Je ne suis pas un formateur, je suis seulement ici pour partager mes connaissances et parler de l'actualité. En revanche, si tu souhaites me poser des questions ou participer à l'émission, envoie tes messages tout simplement sur mon Insta à locke-invest-. J'y répondrai avec un grand plaisir et je pourrai les traiter dans ce podcast comme aujourd'hui. Donc nous allons commencer par une liste de questions, je vais essayer d'y répondre. Donc on va parler aussi bien de bourse, de crypto que d'immobilier et je vais commencer par la bourse. Pour commencer, il paraît que légalement, je dois dire que je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Donc je te le dis, je ne suis pas un conseiller, je ne fais que partager mon expérience et ce que j'ai vu. D'ailleurs, je vais parler un peu d'arnaque, donc je risque de me faire taper dessus. Donc attention, je parle des arnaques qu'il ne faut pas prendre bien sûr. Donc pour commencer, la première question qui m'a été posée. Je suis salarié. Je ne veux pas investir dans l'immobilier et c'est tout à ton honneur. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Donc bref, je suis salarié, je ne veux pas investir dans l'immobilier, mais je peux investir tous les mois 100 € dans quelque chose de facile. Je ne m'y connais pas en bourse. Y a-t-il des investissements que les gens lambda ne connaissent pas et que je peux faire ? Donc pour commencer, en effet, si tu es salarié, c'est possible, mais généralement, là, moi, je te redirigerai vers la bourse. La majorité des gens qui disent « Ok, ben tiens, investis sur tel produit, tu n'as absolument rien à faire et tu gagnes de l'argent », généralement, ce sont des arnaques. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y avait des robots de trading. On m'avait appelé pour me demander si je voulais pas investir dedans. Bon, j'ai tout de suite refusé parce que je me dis « Ok, c'est quoi ton robot ?» J'ai essayé de regarder où était le vice et tout ça. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est ton argent, tu ne peux pas le débloquer tout de suite. Et ensuite, la façon dont il gagne l'argent, c'était un peu soi-disant qu'il gagnait, je crois, c'était sur l'or, un pourcentage. Le robot, il calculait le pourcentage par rapport aux variations et tout ça. Je dis, dans ce cas, autant que tu le fasses toi-même. Mais bref, imaginons même que ce soit vrai. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas récupérer toi-même tes biens ? Tu n'as aucun contrôle. Et comme par hasard, ce que tu gagnais, c'était genre du 3% à la journée. Donc à partir du moment où la cupidité est ta conseillère, c'est simple, n'y va pas. Si tu penses que là, c'est juste de l'argent qui te dit vas-y, va là-bas, tu vas te faire beaucoup d'argent, tu as 9 chances sur 10, et encore je suis sympa, que ce soit une arnaque. Donc moi je parle des robots de trading parce qu'on m'a appelé pour ça. Je sais que cette personne en avait entendu parler, donc déjà évite. Il faut un minimum être formé et si vraiment tu ne veux pas te former, le conseil que je te donnerai, c'est tu vas sur un site en bourse, tu ouvres un compte en bourse et ensuite, donc un compte en ligne directement, tu vas pas chez ta banque et tu peux aller chez ta banque mais je te préviens, les frais sont très élevés. Là je vais te donner le conseil que je donnerai en gros. Si je parlais en gros à mes parents, aux gens de ma famille, cousins, cousines, voilà. Donc je leur conseillerais tout simplement d'ouvrir un compte en ligne du style de Giro, dont je te donnerai aussi toutes les astuces, comment on fait, et de mettre leur argent sur le MSCI World sur cet ETF. Donc je vais définir aussi ce qu'est un ETF, ne t'en fais pas parce que je sais que beaucoup ne le savent pas. Donc pour commencer, tu peux ouvrir des comptes en ligne boursiers. Voilà, c'est bien de faire ça parce que tu as des frais moins élevés. Alors je ne parle pas de Boursorama car les frais sont assez élevés. Je vais te donner selon moi les 3 meilleurs. En premier, tu as Interactive Broker où les frais sont de, je crois c'est 0,0 quelque chose. Donc ça peut être 0,02, 0,01. Les frais sont vraiment très bas. Et c'est là qu'en fait que tu peux faire ton effet boule de neige en évitant de payer tes frais trop élevés. Si on t'appelle en te disant qu'on ne te prend que 1%,
Alors ça, c'est ce qui m'arrive quand je mets les annonces sur le Bon Coin. Les gens m'appellent en me disant hey, « je vous propose quelque chose pour les marchés boursiers, nous ne prenons que 1%. » Alors tu verras que si tu n'as jamais mis d'annonce immobilière sur le Bon Coin, tu vas recevoir plein de gens qui vont essayer de t'arnaquer là-dessus. Bref, je ferme la parenthèse. Donc Interactive Broker, les frais sont très bas. Alors le site est en anglais, c'est les numéros 1 mondiaux, mais je dois te prévenir qu'il faut avoir, alors à l'heure actuelle, au moins 10 000 $ à mettre dedans. Donc ce n'est pas pour tous les portefeuilles, mais si tu as plusieurs millions et que vraiment tu veux apprendre et éviter de gros frais, n'hésite pas à y aller. Interactive Broker, ce sont les numéros 1. Ensuite, en France, le mieux, c'est d'avoir soit DEGIRO, soit Trade Republic. Alors, Trade Republic, ce sont eux qui ont les frais les plus bas. Avant, c'était DEGIRO, et DEGIRO, justement, ils étaient connus pour ça. Mais quitte à choisir, moi, je prends DEGIRO parce qu'ils ont de l'ancienneté et des assurances que Trade Republic n'a pas. Alors, attention. Ils ont les assurances, mais ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas beaucoup d'antécédents. Et dans toutes les formations que j'ai suivies, c'est l'un des premiers trucs que tu apprends, c'est vraiment à protéger ton portefeuille. Donc en premier, la première chose que je dirais, c'est tu ouvres un portefeuille chez DEGIRO si tu te trouves en France. Ensuite, tu regardes suivant dans le pays où tu es. Tu verras, tu peux comparer toi-même les frais et tu verras qu'en fait c'est différent suivant les pays. Mais en Europe, DEGIRO c'est le mieux parce qu'ils ont des accords avec les ETF. Maintenant parlons des ETF. Alors qu'est-ce que c'est un ETF ? Un ETF, si tu veux, c'est un panier d'actions. Imaginons qu'en France, tu as par exemple le CAC 40, dedans tu as les 40 plus grosses entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les actions du style Total, EDF, je dis n'importe quoi, LVMH et tout ça, ce sont des actions qui se trouvent en France et ce sont les 40 plus grosses qui existent. Aux États-Unis, tu as la même chose, sauf qu'on appelle ça le SP500. Ce sont les 500 plus grosses entreprises. À l'intérieur de ces ETF, ce sont des actions. Tu as les actions ou les obligations, mais j'y reviendrai. Pour commencer, ces ETF, à l'intérieur, tu as les actions, les plus grosses entreprises. L'avantage, c'est que c'est moins volatile, que tu ne peux pas faire faillite parce que la dernière action, imagine que l'action numéro 40 dans le 440 commence à péricliter et donc perdre de la valeur. Elle passe 41e ou elle fait faillite. À partir de ce moment-là, elle sera tout simplement retirée de l'ETF et remplacée par celle qui était à la position 41, passe à la 40e position. C'est exactement le même principe pour le SP500, pour tous les autres ETF. Ce sont en gros les meilleurs qui se trouvent là-dedans. Donc tu as plusieurs types d'ETF. Tu as aussi par exemple les ETF, le Nasdaq, ce sont les valeurs technologiques mais aux États-Unis. Donc souvent on te parle du Nasdaq, en fait voilà, ce sont toutes des actions du style Apple. Donc voilà, j'espère avoir dégrossi. Désolé pour la définition si ce n'est pas exactement ça, mais c'est vraiment pour que tu te fasses une idée si on ne t'en a jamais parlé. Ensuite, les obligations. Les obligations, ce sont des obligations émises par l'État. Il faut que tu saches que les obligations, alors elles augmentent beaucoup moins vite, mais elles sont beaucoup moins volatiles. C'est en gros l'État qui te fait un crédit, qui dit ok, tu investis chez moi et puis moi je te donne un rendement. Alors attention, pour les pros de la bourse, oui je schématise, vous en faites pas, c'est vraiment pour dégrossir les choses. Il faut que tu saches qu'en moyenne générale, entre les actions et les obligations, elles sont ce qu'on appelle corrélées négativement. C'est-à-dire que quand tu en as une qui augmente, l'autre a tendance à baisser et inversement, mais sur le long terme, les deux augmentent. Bien, maintenant que j'ai dégrossi ça, une autre information qui peut être intéressante pour toi, c'est que les actions, elles ont tendance à faire faillite, les frais sont plus élevés, alors que sur les ETF, les frais sont plus bas et ils ne peuvent pas faire faillite. Voilà pourquoi en ce moment, tout le monde te parle d'ETF. Attention, les ETF, ce n'est pas fait pour faire du trading, moi je te parle que d'investissement. Tu fais soit de la bourse, soit du trading, moi je ne te parle que de bourse, du coup d'investissement long terme. Il faut que tu saches que sur le long terme, tu as, je crois que c'est dans les statistiques, dans les plus de 90% de gagner. Parce que les gens veulent tout simplement s'enrichir rapidement et facilement et ne veulent pas s'enrichir lentement. Bien, ensuite, maintenant que tu sais ce qu'est un ETF, comment le choisir ?
Bon, moi je t'ai dit de choisir par exemple le MSCI World, c'est simple, ce sont les plus grandes entreprises, mais du monde entier. Donc en pourcentage, je crois qu'elle doit faire dans les 7-8% en moyenne de performance par an. Donc quand tu as les livrets A, donc je crois qu'aujourd'hui il est à 2%, j'ai vu, là en moyenne tu peux faire du 7%. Alors attention, c'est beaucoup plus volatile. Mais si tu n'as pas besoin de l'argent tout de suite ou si tu as des hauts revenus, vas-y, mets ton argent dedans, n'hésite pas. Bon, je te dis après comment on fait pour trouver ce fameux ETF, mais avant, je veux te dire une chose. Tous les gens qui te forment sur la bourse, je te conseille que 2 personnes. Moi, j'ai suivi la formation de Tammy Cabage, donc je le valide à 100%. Il y a un autre formateur que je valide, c'est Cédric Froment. Voilà, alors si je dois t'en conseiller 2, ce sont des investisseurs, ils ont travaillé vraiment sur les marchés financiers. Je sais que sur internet, tu as d'autres personnes qui sont à la base de l'immobilier ou qui font des business internet et qui font des formations en bourse. Cela, je te dis tout de suite, ne les prends pas. Alors oui, alors là, je sais qu'ils vont me détester en entendant ça. Si tu veux, je pourrais même te faire un podcast sur les formateurs immobiliers pour en avoir vu passer pas mal. Ces formateurs, je te les déconseille parce que alors ils te font de la pub du style achetez un ETF ou des actions et ensuite vous récupérez les dividendes et vous aurez un loyer. Et bien moi c'est exactement tout ce que je te conseille pas parce que si tu prends des dividendes tu vas payer des impôts dessus. Mais une fois que tu as tes dividendes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les réinvestir et si tu les réinvestis au même endroit ça ne sert strictement à rien parce que tu auras payé des impôts. Alors que tu prends un ETF, accumulant, tu as le choix entre accumulant ou distribuant, donc soit l'accumulant, ça veut dire que tous les dividendes que tu reçois sont automatiquement réinvestis dans l'ETF, ce qui fait qu'il augmente plus vite, mais vu qu'il n'est pas passé sur ton portefeuille en cash, tu ne payes pas d'impôt dessus. Donc voilà comment les traders, enfin plutôt les investisseurs, évitent de payer des impôts. Quand ils rééquilibrent leur portefeuille, en fait ils remettent tout simplement de l'argent dedans. Sinon tu peux choisir directement un ETF distribuant, mais je te préviens, tu recevras les dividendes sur ton portefeuille et ensuite si tu veux les réinvestir, il faudra faire une autre manipulation, mais je te préviens, tu paieras des impôts dessus. Donc ensuite, comment faire pour choisir ton ETF? Donc là, je t'ai dit de choisir par exemple le MSCI World si tu n'y connais vraiment rien. Là, je te parle vraiment sur la première question, le salarié, il ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit de prendre le MSCI World. Imagine, tu vas ouvrir un compte sur Trade Republic, sur DeGiro ou sur Interactive Broker. Une fois que tu as fait ça, pour choisir ton ETF, tu vas sur soit Just ETF, soit sur Morningstar. Je te laisse chercher, tu les trouveras. Si tu ne les trouves pas, tu tapes sur internet, sur ton moteur de recherche, t'inquiète pas, tu vas très vite tomber dessus. Donc le MSCI World, je te l'appelle, ça s'écrit MSCI, donc MSCI, plus loin World, ou tout attaché. En gros, World, ça veut dire monde en anglais. Donc W-O-R-L-D, MSCI, W-O-R-L-D. Là, une fois que tu as trouvé cet ETF, tu verras, il y en a plein dans le monde. Ça veut dire que plusieurs banques, si tu veux, te négocient le même ETF, sauf que ce sont des fonds différents. C'est-à-dire que si tu as une banque qui fait faillite, tu en auras toujours d'autres à côté. C'est juste un indice. Ils investissent en gros sur les mêmes sociétés. Mais la différence qu'il y a, ce sont les volumes et les liquidités. Donc là, tout simple, là je dirais à une personne, tu vas justement sur Just ETF et tu regardes lequel est le plus liquide. Ce qui te permet pour les achats-reventes, justement de l'acheter et de le revendre beaucoup plus rapidement parce que tu auras beaucoup plus de personnes. C'est un peu différent de comme quand tu te trouves sur des cryptos où l'achat et revente est vraiment très rapide, c'est vraiment immédiat. Là, ça peut prendre un peu plus de temps, surtout si tu ne mets pas vraiment au prix. Suivant les ETF, tu en as beaucoup qui n'ont pas beaucoup de liquidité et ça peut être un problème, je te dis, il vaut mieux les fuir. Mais bon, ce type d'ETF concerne le monde entier, donc tu ne devrais pas avoir trop de soucis à les trouver. Ensuite, une fois que tu es sur ton compte de bourse, tu as juste à retrouver ce fameux ETF et à mettre ton argent dessus. Donc attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, là je réponds tout simplement à la question de moi j'ai 100 € à mettre tous les mois, je ne sais pas où les mettre. Je veux un truc très simple, moi je conseille tout simplement, tu les mets là-dedans et tu m'embêtes pas. Mais là, tu vois, je peux t'apprendre en 10 minutes comment investir, mais en cas de problème, tu vois, il me faudrait 6 mois pour te former. Mais comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un formateur.
Bien, ensuite, on m'a demandé quelle était ta stratégie perso. Donc, avant de te la donner, je vais quand même te donner quelques définitions qu'on a tendance à oublier parce que les personnes qui te font des podcasts ou des vidéos oublient de te donner certaines définitions qui me paraissent quand même importantes, surtout si tu débutes. Donc, pour commencer, le tracker. Si on te parle de tracker, c'est simple, c'est un ETF, c'est un panier d'actions, donc ça veut dire exactement la même chose. Ensuite, le broker. Le broker, c'est ton courtier en ligne. C'est-à-dire que c'est DeGiro, Boursorama Bank, Interactive Broker, voilà, tous les courtiers en ligne qui existent. Ensuite, le DCA. Le DCA, c'est, alors en anglais, on dit Dollar Cost Averaging. En français, donc traduit, ça se dit achat périodique par somme fixe. Donc en gros, c'est simple, ça veut juste dire que tu mets de l'argent tous les mois à la même date et souvent le même montant. Voilà, donc le tracker, le broker et le DCA, ce sont des choses que tu risques d'entendre très souvent, donc je préfère te donner les définitions avant de continuer. Donc, ma stratégie. Donc, je vais te la décrire, je ne pourrais pas vraiment te décrire tout ce que je fais parce que si tu n'as pas été formé, tu ne vas pas forcément comprendre, mais pour ceux qui ont été formés, vous allez comprendre tout de suite. Donc moi ma stratégie c'est simple, je fais du DCA, je mets 1000 € tous les mois, à la fin du mois, du dernier jour de bourse, je rééquilibre mon portefeuille. Je ne fais pas de portefeuille 4 saisons, parce que dans mon cas, à partir du moment où tu as moins de 2 millions en cash, pour moi ça n'est pas utile. Je fais ce que l'on appelle moi du dual momentum, c'est-à-dire qu'en fait je prends le meilleur ETF. Donc pour résumer en gros la stratégie que j'ai suivie, tu les compares sur 1 mois, 3 mois et 6 mois et tu prends le meilleur. Voilà. Là vraiment j'ai écourté, il y a plein de choses à savoir. Là rien qu'avec ça je te dis tout de suite tu ne peux pas investir parce qu'il faut que tu saches quel ETF choisir et quoi faire en cas de problème. D'ailleurs on a eu quelques problèmes les derniers mois et il faut savoir en fait avoir l'intelligence de situation de pouvoir adapter sa stratégie à ça. Mais du coup, tu sais comme moi, ma stratégie, on appelle ça le dual momentum. Ensuite, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle souhaitait faire du DCA justement sur crypto et elle me demandait si c'était une bonne stratégie. Alors moi, je lui ai dit que c'était pas du tout la même stratégie que j'adoptais moi en crypto. C'était, moi personnellement, je mets une grosse somme plutôt d'un coup que de faire du DCA parce que les frais sont extrêmement élevés, surtout quand le marché monte. Tu as des fois jusqu'à sur certaines cryptos du 10% de frais. Donc c'est tellement énorme qu'en fait tu mets beaucoup plus de temps à le rentabiliser. Mais que moi mon argent en fait je le mettais et je le laissais pendant au minimum 4 ans, je n'y touchais plus. Après je préfère faire les plus grosses cryptos. Je fais quand même les quelques petites cryptos, mais je n'en mets pas beaucoup, comme ça si j'en ai une qui explose, bon mais ça contrebalancera un peu tout le reste. Mais je reste généralement sur les grosses cryptos, je laisse pendant longtemps, parce que j'ai eu le temps de comparer que en gros, quand tu investis sur les ETF pendant 20 ans, tu as beaucoup de chances de gagner. Enfin, en gros, tu es à plus de 90% de chances, et les cryptos c'est la même chose, sauf que les petites, il se peut que tu perdes tout. Mais si tu prends par exemple le Bitcoin, l'Ethereum et en gros les 5 premières, et encore ça peut changer au moment où je fais ce podcast, mais ces cryptos ont tendance à s'apprécier et où tu es sûr d'être gagnant et si tu ne revends pas. L'une des personnes que j'avais conseillé d'ailleurs sur les crypto-monnaies de mémoire, alors il avait acheté, il m'avait dit 300 € en Ethereum et ensuite il avait perdu ses identifiants de connexion. Bon, il les a retrouvés plus tard. Mais une fois qu'il les a retrouvés, donc c'était vraiment plusieurs années plus tard, je crois qu'on était dans les 3 ans plus tard, son portefeuille était passé de 300 € à 5000 €. Donc arrivé à 5000 €, du coup il m'a remercié, donc il a fait une belle plus-value. En revanche, des autres à qui j'avais conseillé d'investir, eux avaient revendu, pour la plupart les crypto-monnaies étaient en négatif. Du coup je me suis dit ok, maintenant je conseille plus à personne de faire des cryptos, sauf s'ils souhaitent faire du long terme. Si tu te demandes quand est-ce que j'ai fait des crypto-monnaies, j'ai commencé mi-2017. Je crois qu'on était, je sais plus quel mois c'était, je pense qu'on devait être en septembre 2017 où c'est là où j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies. Et j'avais revendu juste avant la chute, je crois que c'était le 15 décembre de mémoire. Et ensuite j'ai racheté par la suite. Mais bref, ceci n'est toujours pas un conseil d'investissement. Bien, parlons immobilier maintenant. Ensuite, j'ai une personne qui m'a posé la question, faire des travaux black, bonne ou mauvaise idée?
Alors là, si tu es déjà investisseur, je pense que tu connais la réponse. Je ne conseille pas personnellement de faire des travaux au black. Il vaut mieux que tu déclares tout, surtout pour ta plus-value, ça peut être utile. Et en plus, tu déduis tout ça en charge au niveau de tes impôts. Donc il vaut mieux déclarer, sauf pour ta résidence principale. Alors attention, je ne conseille pas de faire de black officiellement, mais si tu fais du travail au black dans ta résidence principale, tu ne peux pas la déduire, même si tu en loues une partie, ça revient exactement au même. Donc un conseil, sur tes investissements, ne le fais pas. Ensuite, on m'a demandé comment fais-tu lorsque tu arrives dans une nouvelle ville pour connaître le marché. Alors le marché, pour les achats, il y a le marché des achats-reventes et le marché des locations. Pour les achats-reventes, c'est simple, je regarde les prix du marché. Au bout de 3 mois, tu commences à connaître vraiment les prix et ce qui se fait. Bon, en ce moment, le marché est un peu gelé, mais ça te donne déjà tout de suite l'état des biens et ce qui se fait. Ensuite, je fais comme si j'étais un locataire que je recherchais un logement. Et pour les loyers, je regarde pareil par rapport au mètre carré, je les compare et je regarde ce qui se fait. Et au bout d'un moment, tu verras qu'il y a des annonces qui arrivent et qui disparaissent assez vite. Donc ça veut dire que vraiment que tu as un marché qui commence à bien rouler. Tu compares aussi en meublé et non meublé. Moi, en fait, c'est simple, sur le Bon Coin, je fais par catégorie entre les studios, les T2, les T3. Et ensuite, je regarde meublé et non meublé. Je compare tout ça, vraiment, je m'inspire de tout ce qui se passe. Et si tu es dans une ville moyenne ou grande, tu vas sur tensiomètre locatif, donc moi c'est là où je vais, et tu peux avoir justement le tensiomètre locatif de la ville tout entière. Donc sur ce site, tout simplement, tu peux arriver à voir à quel point les biens sont tendus. Tu peux faire par catégorie, soit par exemple studio, chambre de colocation, les T2, les T3, les petites maisons, les grandes maisons. Et là, ça va te donner déjà des statistiques. Donc, les locations en moyenne, à quel prix elles sont, pour quel mètre carré, et si le marché est tendu ou pas. Ça va te dire s'il y a beaucoup de demandes ou pas au niveau de la location. Et en plus, ça va te dire est-ce que le budget est équilibré ou pas pour les ménages qui prennent les logements. Ensuite, si je connais quelqu'un sur place, je lui pose des questions, donne de préférence à un investisseur. Et ensuite, je fais parfois même le tour des agences immobilières et je leur demande ok, qu'est-ce qui marche au niveau locatif avant d'acheter un bien? Qu'est-ce qui est le plus recherché dans votre ville? Est-ce que les meublés ou non meublés ne marchent pas? Moi, par exemple, j'ai 2 villes qui sont vraiment très proches l'une de l'autre. Il y en a une, les meublés cartonnent, et l'autre, les meublés ne marchent pas du tout. Donc en fait, et les villes sont vraiment opposées là-dessus. Donc c'est bien à savoir avant d'acheter, de voir qu'est-ce que tu pourras louer. Et pour terminer, une fois que j'ai fait ça, si je trouve vraiment un bien rentable, par exemple un immeuble, je vois qu'il y a 2 T2 de 45 mètres carrés, je dis n'importe quoi. Là, moi je vais mettre une fausse annonce sur le Bon Coin, je vais mettre T2 de 45 mètres carrés, je vais mettre des photos bidons et ensuite je verrai au bout d'une semaine combien de personnes vont m'appeler. Donc soit je mets mon numéro de téléphone ou alors tout simplement tu ne mets pas ton numéro et tu mets tout simplement les messages. Tu fais en sorte juste à ce que les personnes puissent t'envoyer des messages et si tu vois que tu as beaucoup de personnes qui te contactent, tu sais que là ça mord, tu peux louer le bien. Ça m'est arrivé dans une ville que je ne connaissais pas, j'ai mis une fausse annonce pour voir si le marché allait répondre. Au bout d'une semaine j'ai eu 10 demandes et là je me suis dit ok c'est bon, ce n'est que 10 demandes mais il ne suffit que d'avoir qu'un seul locataire. Et j'avais déjà quand même des bons dossiers, donc je me suis dit c'est bon, je peux acheter et ensuite j'achète le bâtiment. Ensuite, niveau travaux, on m'a dit avec les travaux, aujourd'hui le prix des matériaux, est-ce que c'est toujours possible d'investir et as-tu un pourcentage de travaux max quand tu achètes? Alors, pour commencer, oui c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile d'investir maintenant que le prix des travaux augmente, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de biens sur le marché, mais c'est toujours possible. Ensuite, as-tu un pourcentage de travaux max? Alors, au début, quand j'ai commencé ma carrière d'investisseur, je ne pouvais pas vraiment acheter des biens où les travaux étaient supérieurs au prix du bien. Si j'achète un bien à 50 000 €, les prix des travaux ne devaient pas dépasser 49 000 €. Voilà, je te donne un exemple tout simple. Mais maintenant que je suis en société, par exemple là cette année, je suis en train d'acheter un bien où les travaux représentent 70% de ce que j'achète et un autre que j'achète bientôt, où je vais bientôt signer le compromis aussi pour cette année, représente que 25% du prix du bien.
Donc maintenant les travaux, alors oui c'est plus cher, mais crois-moi, c'est toujours possible de s'en sortir. Le problème c'est que évidemment là, plus tu fais de travaux, plus ça devient risqué et tu risques d'être hors budget. Cette même personne me demandait du coup quand on allait voir les agences immobilières, quel budget est-ce que je leur donne sachant que je vais avoir risque d'avoir des travaux? Eh bien c'est simple, tu lui donnes un budget tout compris, donc c'est-à-dire travaux compris. Et si tu veux même financer les frais de notaire dedans, tu lui dis travaux et frais de notaire inclus. Imaginons que tu as 200 000 euros, la banque te prête 200 000 euros, tu vas aller voir, tu vas dire écoutez moi j'ai 200 000 euros, mais attention c'est travaux compris, je n'irai pas plus loin. Ils vont sûrement te montrer, imaginons un bien à 150 000 euros, l'agence te dit non mais vous en faites pas, il n'y a que 45 000 euros de travaux. Si l'agence te dit qu'il y a 45 000 euros de travaux, cherche pas, il va y en avoir 80 000 minimum. Donc surtout fais attention à ça, n'écoute jamais la parole de l'agence immobilière. Il y en a beaucoup qui sont mauvais, moi je les appelle les porte-clés, mais il y en a d'autres qui sont très bons. Il faut que tu arrives à trouver ceux-là, parce que ceux-là franchement c'est les mieux. Tu fais des partenariats avec eux et tu arrives à avoir des biens qui ne sont pas encore sur le marché, donc on appelle ça du off-market. Mais bon, là je m'égare un peu du sujet. On reste dans l'immobilier et j'ai une question qui me dit « Je souhaite investir sur Angoulême et faire une division de maison charentaise, séparer l'étage et le sous-sol, bonne ou mauvaise idée ?» Alors sur le papier, je te dirais que c'est une bonne idée. Si tu peux le faire, vas-y, fais-le. Mais moi je vois déjà deux premiers inconvénients. Le premier, ce sont les architectes de France. Si tu as une maison charentaise, c'est vraiment qui se trouve en pleine ville. Bon, je pense pas que tu parles de cela, elles sont normalement un peu plus excentrées, mais sache que ce type de maison, si tu comptes changer la façade du style le garage en porte d'entrée, la mairie avec l'urbanisme peut arriver et t'empêcher du coup de faire ta nouvelle jolie porte d'entrée. Mais imaginons que ça passe, je connais assez bien les maisons charentaises, j'en ai visité déjà quelques-unes, et le petit souci dans les sous-sols, alors il n'y a pas que cela, il y a même sur Paris, un peu partout, les sous-sols sont bas. Donc quand je te dis bas, c'est-à-dire que si tu veux aménager du coup un appartement en bas et un autre en haut, donc une fois que tu as tes deux entrées différentes, donc imaginons que tu fasses après les travaux à l'intérieur, donc tu refais le carrelage ou le sol, peu importe ce que tu mets, là tu montes et tu refais l'isolation au niveau du plafond et là tu descends. Isolation du coup que tu devras faire car ce sera deux habitations différentes. Rien que pour l'acoustique, tu sais déjà qu'il va falloir que tu le fasses. Une fois que tu as fait ça, le petit souci c'est que légalement, vu que tu es en dessous de 2,20 m, tu ne pourras pas le louer parce que ce ne sera pas compté en loi Carrez. Il te faut minimum 9 mètres carrés loi Carrez, mais ces mètres carrés sont comptés si tu dépasses ou si tu atteins au moins les 2,20 m de hauteur. Mais bon, ça généralement tu t'en rends compte quand tu appelles des entreprises et une fois qu'elles arrivent dans le bâtiment, elles te diront non mais on peut pas faire de logement. Sauf si tu tombes sur un mec qui va t'arnaquer. Et ça c'est arrivé à l'un de mes anciens collègues il y a pas longtemps, mais d'ailleurs à Angoulême, où lui, l'artisan était en liquidation judiciaire et a fait 6 mois plus tard des devis. Étant donné qu'il n'a pas vérifié qui était la personne, le maître d'œuvre qui allait tout lui faire, eh ben il s'est barré avec la caisse. Et aujourd'hui, il est introuvable. Bref, la séparation de biens, oui, mais attention aux lois et aux espaces. Donc là, je t'ai quand même abrégé la question parce que dans sa question, son principal souci, c'était surtout, oui, mais il faudra que je rajoute une cuisine, des points d'eau, comment est-ce que je fais? Je lui ai dit, bah, c'est très simple. Si le sous-sol, il fait toutes les superficies de la maison, il te suffit tout simplement de descendre les points d'eau d'un étage. Donc ça, franchement, il n'y a aucun problème. Faire d'un étage à l'autre exactement la même chose, c'est ce qui se fait partout. Tu fais passer les conduits au même endroit et tu n'as aucun souci là-dessus. Donc pour moi, ton plus gros problème, ce n'était pas les points d'eau, mais c'était l'espace habitable. Ensuite, très rapidement, on m'a dit que penses-tu des bureaux de location? Donc je n'ai pas vraiment d'expérience là-dessus parce que je n'achète pas ce type de bien. C'est comme les locaux commerciaux, il faut que ce soit bien placé. Et depuis le confinement, il y en a beaucoup qui ne se louent plus parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient faire ça chez eux. Donc je n'ai pas de conseils à te donner là-dessus. Je ne suis pas dans une grande ville comme Paris, donc je passe. Ensuite, j'ai l'un de mes amis qui m'a dit que dans mon podcast sur la banque, je n'avais pas parlé d'une chose dont lui je lui avais parlé, c'était quelle était la meilleure banque.
Donc quand je t'ai fait le podcast la dernière fois, c'est vrai que je te dis qu'il n'y a pas vraiment deux meilleures banques. Je t'ai fait la définition de quelques-unes. Mais c'est vrai qu'il y en a une que tu peux choisir plus que les autres. Et là, accroche-toi, devine laquelle c'est la banque du vendeur. Et oui, donc pour te faire financer, alors surtout c'était un peu plus valable avant que maintenant, mais je pense que si tu as du mal à te faire financer, tu peux toujours le faire. Tu demandes au vendeur quelle est sa banque et tu vas voir justement cette banque pour te faire financer parce qu'elle a un double effet. Premièrement, elle récupère un client et deuxièmement, le crédit qu'elle fait, elle sait qu'elle le récupère juste à côté sur des comptes de l'autre client. Du coup, ils pourront récupérer cet argent avec des frais bancaires. Ensuite, on m'a demandé est-ce qu'il vaut mieux acheter une maison ou un corps de ferme. Eh bien, je te répondrai les deux, mon capitaine. Tu peux faire les deux, mais personnellement, les corps de ferme, parfois, ils se trouvent sur un terrain où tu as déjà une habitation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais acheté déjà un immeuble, mais je sais que le vendeur avait aussi un corps de ferme. Et étant donné qu'il ne coûtait pas grand chose, je lui ai proposé de me donner carrément le corps de ferme avec l'immeuble. Donc je lui achète l'immeuble, mais dans le lot, je récupère aussi le terrain avec le corps de ferme. Donc ça, c'était vraiment une bonne affaire parce que j'ai réussi du coup à faire quelque chose de très rentable, ce corps de ferme. Alors pour commencer, l'immeuble, il était rentable aussi. J'ai réussi à bien le louer, j'avais plus de 10% de rentabilité. Mais le corps de ferme, étant donné que j'avais déjà le terrain, quand je l'ai rénové et que je l'ai fait du coup en maison, alors c'était une maison de 85 mètres carrés, donc pour la petite info, c'est ce que les primo-accédants cherchent en moyenne à 80%, donc voilà pour la petite info du jour. Donc une fois que j'ai fait cette maison, elle m'a coûté au niveau des travaux 60 000 €. Et je loue ça, tiens-toi bien, 600 €, ce qui fait que j'ai du 12% de rentabilité pour ce corps de ferme. Donc un corps de ferme c'est bien, mais essaye de ne l'acheter vraiment pour pas grand chose ou de l'avoir avec du coup un autre bien immobilier. Donc facile à dire, mais pas facile à faire. Encore faut-il trouver ce bien, j'en ai conscience. Et pour terminer, la dernière question qui m'a été posée, alors là accroche-toi bien parce que c'est une question qui m'a été posée par l'un de mes voisins, enfin un voisin indirect. Et alors écoute bien, ce voisin, c'est quelqu'un en gros que j'aidais du coup à investir. Je lui donnais des conseils, je lui disais quel formateur prendre ou ne pas prendre. Je répondais à toutes ces questions et un jour, l'une de ces questions, il est venu me contacter en me disant « Est-ce que la colocation fonctionne ?» Ok, là, qu'est-ce que tu veux que je lui réponde bleu. Si tu me dis donne pas la ville, évidemment je peux pas te répondre parce que si c'est dans une province autour de chez moi, je sais très bien que ça ne fonctionne pas. Donc je lui demande dans quelle ville, et là la réponse qu'il a eue c'était non, je ne vais pas te la donner sinon tu vas me le piquer. Bon mec, alors déjà l'océan est assez grand pour nous deux, enfin je pense. Deux, si tu veux que je t'aide, t'as juste à me donner des infos. Donc là tu te doutes bien, tout ce que j'ai répondu c'est très très bien, ok, je lui ai simplement dit tu ne donnes pas la ville, je peux pas te donner de réponse. 3, ne me recontacte plus parce que je sais qu'un jour tu vas écouter ce podcast, donc voilà, le petit message personnel il est passé. Et 4, je vous incite à tous à ne pas avoir cette mentalité, moi ici je suis dans le partage et la bonne humeur, mais si toi tu veux me poser tes questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Ah et petit 5, j'oubliais, je lui ai répondu aussi que je n'étais pas du tout sur ce marché moi, et oui je ne fais pas de colocation, je n'achète que des immeubles ou des maisons, en gros tout ce qui est en monopropriété. Donc je lui ai dit que c'était complètement ridicule de ne pas me dire où était la ville parce que je ne pourrais pas l'aider. Donc je lui ai fait comprendre que ça ne servait plus à rien de me recontacter et depuis je n'ai plus de nouvelles. Bien, j'en ai fini avec les questions-réponses. Je fais juste un petit point sur les podcasts, donc juste pour que tu sois au courant, là je suis donc au 6e podcast et je pense faire des saisons parce que je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais pour pouvoir continuer dans la durée, je pense faire plusieurs saisons pour avoir des coupures et donc si je fais plusieurs saisons,
à la fin des saisons, je te préviendrai quand ce sera le dernier épisode. Si je te dis ok, là par exemple c'est la fin de la saison 1, tu sais que tu ne me reverras pas pendant au moins un mois parce que j'aimerais pouvoir faire des podcasts de qualité. Donc je préfère la qualité à la quantité, même si je sais que être régulier c'est ce qui fonctionne le plus sur les podcasts et même un peu partout. Donc voilà. Pour l'instant, c'est le schéma que je vais prendre. Et en parlant de schéma, je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs en répondant aux questions, mais c'était vraiment pour dégrossir, pour schématiser. J'étais assez incomplet sur certaines, ne t'inquiète pas, j'en suis conscient. Je n'ai toujours pas l'habitude de parler dans ce micro, mais ne t'inquiète pas, je vais essayer de m'y faire d'ici la saison 10. Enfin, on va essayer d'y arriver un petit peu avant. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et au prochain podcast. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LocInvest.